Bonjour, chers étudiants. Je m'appelle M. Wad Chimer. Je suis chargé de partager avec vous le module de fiscalité, qui peut-être est une nouveauté pour votre domaine d'étudiants de management, d'administration des entreprises. Maintenant, là, on va commencer par un chapitre introductif qui nous permettra en fait de nous familiariser avec certains concepts fondamentaux. On va revenir d'abord sur la définition de la fiscalité. Qu'est-ce que c'est que la fiscalité? La fiscalité, il y a deux définitions. Il y a une acceptation au sens large, mais il y a aussi une acceptation au sens strict. Mais pour résumer les deux acceptations, la fiscalité n'est rien d'autre que l'ensemble des lois et règlements qui encadrent les impôts et les taxes d'un pays. Donc, ce sont des dispositions réglementaires et législatives relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de quoi? Des impôts et des taxes. La notion d'impôts et taxes, on va définir ça tout à l'heure. Donc, la fiscalité d'un pays, pour le résumer, c'est l'ensemble des dispositions réglementaires et législatives qui encadrent les impôts et les taxes de ce pays. Maintenant, pourquoi doit-on étudier la fiscalité? Quelle est l'importance de connaître la fiscalité de son pays? Cette importance, on peut l'analyser sur deux volets. Le premier volet, en réalité, c'est toute opération qui encadre notre vie économique, il y a un impact fiscal qui n'est pas du tout négligeable. Lorsque, par exemple, vous payez des salaires, il y a un impact fiscal. Lorsque vous procédez à l'achat ou la location d'un immeuble, il y a un impact fiscal. Lorsque vous faites une opération de consommation, il y a un impact fiscal. Même lorsque le papa décède et laisse à ses héritiers un patrimoine, pour que le patrimoine quitte la tête du défunt pour aller vers la tête des héritiers aussi, il y a un impact fiscal. Donc, il est important de maîtriser la fiscalité de son pays. Pourquoi? Parce que toutes les opérations qu'on effectue ont un impact fiscal qui n'est pas du tout négligeable. Et leur ignorance, autrement dit, si on ignore ces opérations-là, nos prévisions seront fausses. Ça, c'est la première chose. Le deuxième volet, on peut s'appesantir sur l'adage qu'on connaît, c'est nul n'est censé ignorer la loi. La méconnaissance d'une règle fiscale n'est pas une excuse. Je donne un exemple. Si j'ai créé mon entreprise et je reste 3 mois sans faire de déclaration, parce qu'il y a des déclarations que je dois faire chaque mois, par exemple TVA, je reste 3 mois sans faire de déclaration. Parce que je suis profane, je n'ai jamais fait de fiscalité, je n'ai jamais pratiqué la matière fiscale. Aujourd'hui, si je reçois la visite d'un inspecteur des impôts, cet inspecteur peut me dire, monsieur Watt, pourquoi vous êtes resté 3 mois sans déclarer? Je dis que je ne savais pas. Mais vous savez que nul n'est censé ignorer la loi. Si vous violez une réglementation fiscale, vous serez sanctionné. Une autre chose aussi qui est extrêmement important à retenir, qu'est-ce que la fiscalité permet à l'État? Quels sont les fondements de la fiscalité? Vous savez, la fiscalité permet à l'État de faire face à ses missions d'utilité générale, la construction de routes, la construction d'hôpitaux, le paiement des salaires des fonctionnaires, la bourse des étudiants, c'est en grande partie couvert par les recettes fiscales. Aujourd'hui, tous les projets de l'État sont impulsés par les recettes fiscales. Et l'importance de la fiscalité dans nos pays a été redécouverte. Parce qu'en période de crise, il convient de bien gérer la fiscalité. Il y a un grand théoricien français qu'on appelle Maurice Kosian. Kosian disait qu'il n'y a pas d'économie sans impôt. Donc, une économie, autant pour moi, ne peut pas fonctionner sans la fiscalité. Moi, je vais paraphraser même Maurice Kosian en disant que le Sénégal n'est rien sans sa politique fiscale. Parce que si on voit la structure budgétaire de l'État, 52% du budget de l'État est couvert par les recettes fiscales. Donc, nous sommes obligés quand même à donner beaucoup d'importance à cette matière. Et cette matière aussi, c'est une matière qui ne relève pas de la logique. La fiscalité n'est pas un produit de la logique. La fiscalité n'est pas un produit du raisonnement. Parce que vous pouvez penser que votre logique, c'est ça, alors que les textes disent le contraire. Ça, c'est même une règle commune à toutes les matières juridiques. Une matière juridique ne répond pas à la logique. Une matière juridique ne répond pas au raisonnement. Une matière juridique répond à des textes et à des normes qui sont codifiées et hiérarchisées. Donc, devant un problème fiscal, au lieu d'utiliser votre
votre raisonnement ou votre logique, on vous demandera d'aller consulter ce que disent les textes. On est bien d'accord. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, il y a une importance extrêmement importante. La fiscalité est très importante pour nos pays. Tout à l'heure, quand on a défini la fiscalité, on a dit que la fiscalité est l'ensemble des dispositions réglementaires et législatives qui encadrent les impôts et les taxes. Maintenant, on va essayer de définir la notion d'impôt et la notion de taxe. On va prendre la définition de Gaston Diez. Diez nous disait que l'impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif, sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques. Si on éclate la définition, Diez nous dit l'impôt est une prestation versée en argent obligatoirement à l'État sans remboursement. Vous payez votre impôt, on vous rembourse. C'est même à l'école, on dit toute somme encaissée ne sera pas restituée. Ici, tout impôt encaissé, en principe, je dis, ne doit pas être remboursé, malgré qu'il y a des exceptions à cette règle-là, notamment lorsque l'impôt est payé indûment. Donc, sans remboursement et sans contrepartie. Vous payez votre impôt, mais vous ne sentez pas directement la contrepartie de ce que vous payez. Et la taxe, quant à elle, est un prélèvement obligatoire, mais qui a été versé en contrepartie d'un service rendu. Vous payez votre impôt, il n'y a pas de contrepartie. Vous payez une taxe, il y a une contrepartie. C'est assez simple. Aujourd'hui, ma grand-mère Aïda, qui va au marché Castor, étaler ses légumes sur la chaussée, va payer la taxe d'occupation de la voie publique. Elle paye la taxe d'occupation de la voie publique. En contrepartie, on laissera à ma grand-mère exercer une activité professionnelle sur le domaine de l'État. Mais si je suis salarié, par exemple, à la Sonatel, on récupère l'impôt sur le revenu chaque mois sur mois. Cet impôt sur le revenu que je paye, je ne sens pas directement la contrepartie de ce que je vais payer. Donc, on peut dire que l'impôt est payé sans contrepartie, alors que la taxe elle est payée en contrepartie d'un service qui a été rendu. Mais la problématique là-bas qu'on éprouve, c'est que la distinction entre impôt et taxe n'est pas respectée sur le plan de la terminologie. Autrement dit, un sigle peut commencer par taxe alors que ce n'est pas une taxe, c'est un impôt. On aurait dit quoi? Que tout ce qui commence par taxe, c'est une taxe dans le sens où on l'a défini, c'est-à-dire un prélèvement obligatoire en contrepartie d'un service rendu. On prend le cas de la TVA. La TVA, le sigle, c'est taxe sur la valeur ajoutée. Donc, on aurait dit quoi? Que la TVA, c'est une taxe, mais c'est un impôt index sur la consommation. Pourquoi? Parce que la TVA est payée sans aucune contrepartie. Donc, la distinction entre impôt et taxe relève sur le fait que l'impôt n'a aucune contrepartie, alors que la taxe elle est payée en contrepartie d'un service que l'État nous rend. En revanche, sur le plan de la terminologie, sur le plan du vocabulaire, cette distinction n'est pas du tout respectée. D'accord? Mais l'impôt peut être défini à travers d'autres notions. On peut comparer l'impôt avec d'autres notions voisines. Par exemple, la taxe parafiscale, qui est perçue dans un intérêt économique social au profit d'une personne physique ou morale de droit privé, autre que l'État. On est bien d'accord. Il y a les redevances. C'est bon? Tout ça, ce sont des notions voisines des notions voisines qu'on peut comparer avec la notion d'impôt. Maintenant, on peut procéder aussi à la classification des impôts. Les impôts, on peut les classifier selon plusieurs critères. On peut utiliser le critère, le fait générateur, la base d'imposition, les personnes imposables ou la collectivité bénéficiaire. Première classification, on va faire que 2 classifications. Les autres classifications, c'est dans le cours. La classification impôt réel, impôt personnel. Les impôts réels frappent une opération, le bien d'un contribuable sans aucune considération de la situation personnelle. Donc, l'impôt réel ne s'intéresse pas à la personne, l'impôt réel s'intéresse à l'opération. On regarde le bien du contribuable. Autrement dit, moi, M. Wad, si je vais acheter un terrain et INSUP achète un terrain, on paiera les mêmes droits d'enregistrement 5%. Parce que là-bas, les droits d'enregistrement, c'est un impôt réel. On ne s'intéresse pas, est-ce que M. Wad, c'est une personne physique, INSUP, c'est une personne morale. D'accord? L'impôt réel ne s'intéresse pas à la personne, l'impôt réel s'intéresse à l'opération. Quant à un impôt personnel se détermine en tenant compte de la situation personnelle du contribuable. Si on prend le cas de M. Sarr,
M. Sarr et M. Cissé sont tous deux salariés à Tigo, à Free. Maintenant, M. Sarr a un salaire de 500 000, M. Cissé aussi salaire de 500 000. M. Sarr marié 2 enfants, M. Cissé, c'est un célibataire. Maintenant, M. Sarr paye impôt sur le revenu 88 100, M. Cissé paye un impôt sur le revenu de 200 000. Donc, il y a un écart. Pourquoi cet écart alors qu'ils ont le même revenu? Parce que l'impôt sur le revenu, c'est un impôt personnel. Et un impôt personnel se calcule en tenant compte de la situation personnelle du contribuable. Et ici, on a tenu compte d'une situation personnelle qu'on appelle la situation matrimoniale. En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'on calcule, on tient compte de la situation matrimoniale. Autrement dit, un célibataire paye beaucoup plus d'impôts qu'un mari. Donc ça, c'est à travers l'article 174 du Code général des impôts qui nous parle d'une notion de réduction d'impôts pour charges de famille. On dit que lorsque vous êtes marié et que vous avez des enfants, vous avez plus de charges de famille, on réduit votre impôt, alors que lorsque vous êtes célibataire, vous n'avez aucune charge de famille. Dans ce cas, même le taux de la réduction est de 0%. Mais ça, ce sont des notions qu'on aura à éclater dans le chapitre sur la fiscalité des revenus salariaux, l'objet de notre prochaine vidéo. Maintenant, on a une deuxième classification entre impôt direct et impôt indirect. Pour faciliter cette classification, un impôt direct est un impôt qui est payé à l'État sans intermédiaire. Un exemple. Un type réalise un bénéfice de 30 millions. Donc, un type va payer l'impôt sur le bénéfice. Qu'est-ce que le comptable fait? Il calcule l'impôt, par exemple, c'est 3 millions ou 9 millions. Mais qu'est-ce que le comptable fait? Il prend un chèque, il le donne à l'État. Donc, on a payé un impôt en contrepartie. On a payé un impôt directement sans intermédiaire. Alors qu'aujourd'hui, si INSUP était parti à la CCBM acheter des ordinateurs, INSUP allait payer un impôt qu'on appelle la TVA. Par exemple, INSUP va baisser la TVA de 1 800 000, par exemple, sur une opération à CCBM, et la CCBM prendra de ces 1 800 000 et les reverse à l'État. Donc là-bas, le circuit est indirect. INSUP verse à la CCBM et la CCBM reverse à l'État. Donc, on dit que la TVA est un impôt indirect. Pourquoi? Parce que c'est perçu par l'État, mais par l'intermédiaire d'un tiers collecteur, c'est-à-dire d'une personne chargée de collecter et de reverser l'impôt à l'État. OK? Maintenant, il y a une classification entre impôts d'État et impôts locaux. Il y a des impôts qui sont des impôts d'État, c'est-à-dire qui entrent dans le budget de l'État, mais il y a des impôts qui sont des impôts locaux qui entrent dans le cas du budget des collectivités locales, notamment la contribution économique locale, etc. Maintenant, on va parler des sources du droit fiscal. Là où le droit fiscal tire ses règles. Et les sources, on peut distinguer deux catégories de sources. Il y a ce qu'on appelle les sources internes et les sources externes. Les sources internes sont tirées du droit sénégalais et les sources externes sont tirées vers l'international. Maintenant, les sources internes sont constituées de la loi, des actes réglementaires, de la doctrine administrative et de la jurisprudence. Et ici, on a dit loi, actes réglementaires, doctrine administrative et jurisprudence. On saute la loi, on va sur les actes réglementaires. Les actes réglementaires sont des décisions prises par le pouvoir exécutif. Ça peut être un arrêté ministériel, ça peut être un décret présidentiel. En matière fiscale, le président de la République, la loi lui permet parfois de prendre des décrets. De la même manière, par exemple, la loi aussi permet au ministre chargé des Finances de prendre certaines dispositions, par exemple en fixant certains CI, par exemple sur le loyer, sur la retenue de BRS, le CI est fixé par un arrêté ministériel. Ça sont des dispositions qui existent. D'accord? Maintenant, autre chose qu'il faudra aussi comprendre, c'est que ces actes réglementaires, on le sait, ils doivent se conformer à la loi. Deuxième autre source interne, c'est la doctrine. La doctrine administrative n'est rien d'autre que l'ensemble des analyses et interprétations effectuées par l'administration fiscale. Ce sont des analyses et interprétations effectuées par l'administration fiscale à travers des notes ou circulaires. Donc, ces analyses, ces interprétations, leur objectif est de venir éclaircir la loi. Ces analyses ne peuvent pas aller contredire la loi, mais ces analyses ont pour objectif de venir éclaircir la loi. D'accord? Ça aussi, c'est une note d'information qui est extrêmement importante à retenir.
OK, la troisième et le dernier élément, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions compétentes en matière fiscale. Vous savez qu'au Sénégal, on est dans un contexte de système déclaratif. Et au niveau du système déclaratif, c'est le contribuable, on dit au contribuable, tu effectues ta déclaration et l'administration se chargera de contrôler. Et si l'administration contrôle pense que le contribuable a bien violé une réglementation, ce contribuable sera sanctionné. Mais le contribuable a un droit de réponse, mais lorsqu'il répond et que l'administration confirme, il peut aller en contentieux au niveau du tribunal. Et maintenant, c'est comme un procès. L'administration se défend, le contribuable se défend, le tribunal est là, prend une décision, et l'ensemble de ces décisions qu'on appelle jurisprudence. Maintenant, j'ai sauté la loi, pourquoi? J'ai dit que les actes réglementaires doivent se conformer à la loi. La doctrine administrative, c'est l'ensemble des analyses et interprétations effectuées par l'administration fiscale. Donc, la doctrine aussi doit se conformer à la loi. La jurisprudence aussi, les juges prennent des décisions sur une base légale, a priori. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Acte réglementaire, loi. Doctrine, loi. Jurisprudence, loi. Ça nous amène à dire que la loi est la seule véritable source du droit fiscal. Toutes les autres sources, leur objectif est de venir consolider la loi par le biais de l'analyse et de l'interprétation. Donc, la seule véritable source du droit fiscal, c'est la loi. Et maintenant, l'article 67 de la Constitution nous rappelle à suffisance ce qu'on savait déjà. Parce que l'article 67 de la Constitution vient nous dire que l'article 67 de la Constitution vient nous dire ce qu'on savait. L'article 67 nous dit les règles fixant l'assiette, la liquidation, le recouvrement de toute imposition repose sur le domaine de la loi. Donc, l'article 67 nous rappelle à suffisance ce qu'on savait déjà. Donc, il est important ici aussi de retenir cette disposition ou ce principe que la loi est la seule véritable source du droit fiscal. Les autres sources, leur objectif est de venir renforcer la loi par le biais de l'analyse et de l'interprétation. Donc, à travers cette séance, on a essayé quand même de vous montrer, en fait, de vous montrer la fiscalité, c'était quoi? Et quel est l'intérêt d'étudier la fiscalité pour toute personne? Parce qu'on a dit qu'une personne en réalité qui effectue une opération, il y a un coût fiscal qui n'est pas du tout négligeable. Et si vous ignorez le coût fiscal, vos prévisions pourraient être fausses. Vous êtes businessman, vous créez votre entreprise, vous ne maîtrisez pas la fiscalité, vous violez la réglementation fiscale, des sanctions peuvent tomber et qui peuvent plonger des entreprises dans des difficultés financières. Et pour éviter ça, il faut maîtriser la fiscalité. On a dit que aussi le fondement de la fiscalité, c'était une matière qui permettait à l'État de financer ses projets. Mais c'était une matière aussi qui ne relève ni de la logique ni du raisonnement. C'est une matière qui repose sur des normes et sur des textes. C'est pourquoi lorsque vous avez un problème fiscal, au lieu d'utiliser votre raisonnement ou votre logique, il a été recommandé d'aller voir ce que disent les textes. Aussi, on a essayé de vous donner une définition des impôts. On a dit que l'impôt, c'est une prestation pécuniaire requise par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie. Et on a dit que la distinction fondamentale entre l'impôt et la taxe est que l'impôt n'a aucune contrepartie alors que la taxe, elle est payée en contrepartie d'un service que l'État vous rend. Maintenant, cette distinction, malheureusement, ne se respecte pas sur le plan de la terminologie. Il y a des sigles qui commencent par taxe alors que ce sont des impôts parce que c'est payé sans contrepartie. On a essayé aussi de faire une distinction, une classification des impôts. Impôts d'État, impôts locaux, impôts directs, impôts indirects, impôts réels, impôts personnels. Il y a d'autres types de classifications qu'on a mis, impôts analytiques et impôts synthétiques. Maintenant, on a terminé cette séance à vous montrant les sources. On s'est arrêté sur les sources internes qui nous dit qu'il y a la loi, les actes réglementaires, la doctrine administrative et la jurisprudence, mais on a dit que c'est la loi qui est la principale source du droit fiscal et cette loi est consolidée par les autres sources à travers l'analyse et l'interprétation. Maintenant,
les sources externes et ce qu'on appelle les éléments constitutifs et ce qu'on appelle la liberté de gestion fiscale. On va le traiter sur la prochaine séance. Je vous remercie de votre attention et on se retrouve sur la séance du jour. Merci.